arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. On poursuit cette matinale VIP. Nous sommes ce matin en compagnie de Roselyne Roy. Vous êtes éditrice et conférencière pour l'édition. Donc c'est une maison d'édition qui notamment publie les traductions des ouvrages Faber et Maslich. Donc la fameuse approche Faber et Maslich dont on parle ensemble ce matin. Également sur le plateau, Anne-Cécile Dupré, vous êtes animatrice d'atelier et donc dans le cadre de cette fameuse approche Faber et Maslich et coordinatrice d'une série de conférences qui a lieu actuellement, donc des conférences justement sur cette thématique. Alors Faber et Maslich, voilà, ça vaut le coup de se renseigner et peut-être d'aller puiser bien des choses à utiliser dans l'éducation de nos enfants et voire plus, puisque j'ai l'impression que ça impacte plus largement, pas seulement l'éducation, mais que ça déborde largement la communication de manière générale à l'autre. Voilà, donc on parlait tout à l'heure d'une rencontre avec des profs, une conférence qui a eu lieu donc devant une centaine d'enseignants sur la thématique de parler pour que les enfants apprennent. Et j'imagine que les profs donc déjà ont leur idée sur la question, c'est tout de même leur métier. Et du coup, ça a été quoi leur attente et qu'est-ce qu'ils ont découvert finalement ces profs avec cette approche, cette solution Faber et Maslich? Roselyne Roy. En fait, hier, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir une centaine d'enseignants très à l'écoute et passer à peu près 2h15 avec eux. Et puis, l'approche répond encore à la question, quand un enfant se sent bien, il se comporte bien. Mais là, dans le domaine de l'éducation, c'est aussi quand un enfant se sent bien, il apprend bien. OK? Alors, et comment un enfant va se sentir mieux? Ça va beaucoup dépendre de la relation adulte-enfant. Alors, un enfant qui est en confiance avec un adulte va mieux apprendre de cet adulte-là qu'un enfant qui, par exemple, aurait peur de l'adulte. Alors, la relation entre l'adulte-enfant est très, très importante. Et moi-même, j'ai un diplôme dans le domaine de l'éducation et nulle part dans mon cursus universitaire, on s'est vraiment penché là-dessus. La relation. On apprend comment faire enseigner des cours, comment faire la recherche pour préparer des cours et tout ça, toutes les questions pédagogiques et tout ça. Mais ce qui est au cœur de ça, c'est la relation. Ce qui va faire que l'enfant va apprendre de cet adulte-là plutôt que, en fait, désapprendre ou même apprendre des choses qui seraient pas utiles. Et du coup, tout à l'heure, on avait un exemple très concret pour les parents. Donc, grande sœur vient de frapper petit frère. Voilà peut-être une approche différente par rapport à la punition classique, va dans ta chambre, qu'on pourrait formuler. Est-ce qu'il y a des choses très concrètes qui ont été proposées du même type aux enseignants? Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir justement l'une des questions les plus classiques ou le piège classique, entre guillemets, dans lequel pourraient tomber nos enseignants? Mais en fait, les enseignants, ils sont un peu sceptiques au départ parce qu'ils se disent, OK, toutes ces belles méthodes de communication, ça va quand tu as un enfant devant toi, 2 enfants, 3 enfants à la maison. Mais là, nous, on a affaire à des groupes d'enfants. Alors, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Est-ce que c'est pareil? Alors, si on parle d'écoute des sentiments, par exemple, ce qu'on apprend dans l'approche, c'est que quand on écoute les sentiments, la crise ou la colère ou peu importe, se calme beaucoup plus rapidement. Les enseignants ont cette tendance à penser que ça va prendre beaucoup plus de temps et que ça s'ajoute à leur tâche. OK, maintenant, on n'est pas juste enseignant, on est psy pour les enfants qui viennent à l'école. Non, mais là, je vais au-delà, là. Mais ils pensent qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'effectivement, dans une journée, il y a tellement de choses à faire avec un groupe d'enfants. C'est vraiment difficile d'aborder tout ça. Mais un enfant qui fait une crise, par exemple, qui n'a pas d'idée pour une rédaction, il ne sait pas comment écrire, il ne sait pas comment commencer, mais si on est en train de lui dire « Ouais, mais c'est facile, ou dépêche-toi », et qu'on ajoute de la pression, l'enfant a tendance à bloquer davantage. OK? Alors que quand on lui dit « ouais, ça peut être difficile à un moment donné de trouver un sujet de rédaction. » OK? C'est pas facile, ça nous vient pas tout de suite. Ou,
Alors, déjà, un petit accueil des sentiments peut donner l'envie à l'enfant ou même la disponibilité à l'enfant de se concentrer sur la tâche qu'il a à faire. Et de la même façon, quand il y a des disputes entre les enfants, ben, on a tendance à vouloir punir rapidement. On a parlé de la punition euh, tantôt. Euh, la punition, ça ne fonctionne pas pour les mêmes raisons que je t'ai expliqué au début. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles? Mais là, si on parle de résolution de problèmes, encore, les enseignants disent, on n'a pas le temps. OK? Ou on n'a pas l'espace nécessaire. On ne peut pas s'attarder avec 1 ou 2 élèves alors qu'on en a 25 qui attendent. Mais encore là, je pense que tranquillement, il y a le système qui doit bouger un peu aussi pour qu'on puisse avoir cette place-là. Parce qu'autrement, on le voit bien que le système d'éducation, c'est très contesté de nos jours. Les enfants ne veulent plus aller à l'école. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Les parents veulent multiplier les écoles alternatives. Et moi, je me dis, dans le système actuel, il y a moyen de mettre des petites choses en place et améliorer tout ça. Et ça pourrait fonctionner. Oui, une fois un problème désamorcé, en termes de temps, après, peut-être que ça devient beaucoup moins chronophage aussi. Hein. Tout exactement, on sauve du temps. Un autre public, entre guillemets, particulier, donc justement pour cette approche Faber et Maslich, c'est les adolescents. Donc il y a aussi un ouvrage qui leur est consacré. Vous me l'avez pas apporté, je l'ai pas entre les mains là, puisque il y a carrément une rupture de stock suite aux dernières conférences. Et j'imagine bien pourquoi. J'imagine des parents aussi parfois dans une incompréhension, dans une déconnexion, voire dans une rage face à des enfants à qui c'est difficile, des enfants, des ados. Alors justement, là aussi, est-ce qu'on peut avoir une petite immersion très rapide dans qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est proposé? Alors peut-être quelques exemples types pour justement des parents face à des adolescents, et partons de l'hypothèse que c'est pas tout rose, Roselyne Roy. Oui, je veux juste revenir sur la dernière question que tu m'avais posée, et question à laquelle j'ai pas répondu. Ça a été bien accueilli par les enseignants. Ah, j'avais pas de doute. On a eu des commentaires qu'en 2 heures, ils avaient appris énormément. Ils ont beaucoup de formations, on leur demande beaucoup de suivre plein d'ateliers de formation. Et puis, des fois, on ne va pas à la base, qui est la relation adulte-enfant. Et puis là, ils endorent et ils en ont demandé davantage. OK? Et j'ai beaucoup aimé ton mot quand tu as parlé de déconnexion par rapport aux ados. Parce qu'effectivement, un petit enfant, on sait que ça prend beaucoup de soins. Ils ont besoin de nous, en fait. À la base, ils sont très dépendants de l'adulte pour tous les besoins de base, se nourrir et tout ça, se laver. Et puis, plus ils grandissent, ils deviennent autonomes, du moins à ce niveau-là. OK, ils sont capables de se laver tout seuls, ils sont capables de se faire cuire un œuf au besoin et tout ça. Et on dirait que les adultes, les parents, les voyant devenir plus autonomes, on relaxe un peu, hein? OK, on n'a pas besoin de faire tout ça. Mais sauf qu'on oublie que sur le plan émotionnel, ils ont encore besoin de nous. Ils ont besoin d'être accompagnés parce que ils sont dans une étape très difficile de leur vie. On est plus petit, mais on n'est pas encore adulte. On est dans cet espace où on est entre les deux et c'est très stressant, très stressant d'être là. Alors, les ados, on a tendance un peu à laisser aller notre rôle de parent qui, en fait, apporte beaucoup de problèmes parce que plus on dialogue, plus on échange avec nos ados, plus ils parlent, et plus ils parlent, moins on est inquiet. Parce que le fait de ne plus parler avec eux, de ne plus dialoguer, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Mais comment faire justement le parent inquiet face à son ado où il n'arrive plus à rentrer en communication? Qu'est-ce qu'il faut faire? OK. Vaste sujet. En fait, il n'est pas trop tard.
Ouf! Oui, mais tu sais, quand on parle du tout petit, quand il est tout petit et on a l'approche, on est en train de bâtir quelque chose avec l'enfant. OK? Il devient habitué à parler de ses sentiments, nous, on parle des nôtres et tout ça. Et puis, on a une approche auquel, même quand il y a des problèmes, ben, il y a des solutions et on sait qu'on peut travailler ça ensemble, tu vois. Alors que quand on commence à l'adolescence, ben, il y a un peu des choses à défaire avant de refaire. OK? Alors, moi, je dirais, ben, c'est l'écoute au carré, au cube. OK? L'écoute des sentiments devient encore tellement important que là, parce qu'il faut une connexion. Et la connexion, c'est là qu'elle va se faire. OK? Alors, toutes les habiletés qu'on a là, ben, on va les utiliser avec l'ado. À commencer par l'écoute des sentiments, les habiletés pour les faire coopérer. Hein? Parce que souvent, on n'en a pas parlé de ça, mais ça mange un temps énorme dans une journée de juste de leur demander. L'ado qui ne veut pas prendre sa douche, il y en a qui sont toujours sous la douche, il y en a qui ne veulent pas prendre leur douche. OK? On a tous les cas de figure. Alors, comment on les amène à coopérer dans ces choses-là? Ben, on a plein, bien sûr, de petites habiletés qui font toute la différence, OK? Je t'en donne une. Au lieu de donner des ordres de prendre ta douche tout de suite, ben, je vais donner un choix. Est-ce que tu prends ta douche avant ou après le repas? Ou après d'avoir fait tes devoirs, OK? Et ça a l'air de rien, mais juste le fait de donner un choix au lieu de donner un ordre, ben, il y a une petite marge de manœuvre, OK? Et c'est ce qu'ils veulent, les ados. Ils veulent leur autonomie, OK? C'est juste pour te donner un petit exemple. Ouais, c'est rigolo. On en parlait hors antenne en s'amusant tout à l'heure, mais mon épouse qui a lu des ouvrages sur cette approche, Faber et Maslich, que vous connaissez parfaitement bien, et qui effectivement, je comprends pourquoi maintenant, au lieu de laver les mains, de demander à notre petit de laver les mains, et il voulait jamais se laver les mains, je ne sais pas pourquoi, eh bien, elle a créé le concours de mousse. Voilà. Superbe. Soirée mousse à la maison tous les jours. C'est ça. Et on va plus se laver les mains, on va faire un concours de mousse chez nous à la maison. Bref, c'est assez cocasse. Je peux rajouter Bien une petite sûr. chose juste sur ça. Il y a quelque chose qui me vient par rapport à la problématique des ados. Je prends l'exemple de la douche, mais il peut y en avoir des tonnes. Roselyne, tu disais que on a tendance, quand les enfants grandissent, à se dire « Ouh, je souffle, c'est bon ». Il y a aussi la tendance inverse à continuer à pas voir qu'ils sont grands et à les prendre pour des petits alors qu'ils sont grands, et puis que... Hey, fiche-moi la paix, là. Je sais me laver tout seul. Oui. Donc, il y a aussi ça. Vrai. Et c'est juste que j'ai juste envie, alors, une très courte parenthèse sur le cadre, qu'on pose tous un cadre en tant que personne, en tant que parent, avec nos valeurs, nos envies, ce qu'on aimerait, nous, pour nos enfants. C'est notre cadre familial. Et ça, c'est nous qui le définissons. Et il n'y a pas deux personnes qui ont le même cadre. Et ça, c'est important de savoir que c'est nous ou vous, les parents, de définir ça et donc d'y penser et de se poser la question. Et à partir du moment où on se pose la question, peut-être que parfois on peut se rendre compte, ok, en fait j'ai ce cadre-là parce qu'on me l'a transmis, mes parents me l'ont transmis, mais aujourd'hui moi je suis parent. Est-ce que ce cadre-là, il me convient pour ma famille à moi? Et du coup, peut-être des fois, en assouplissant juste ce cadre et donc les règles, ça peut assouplir le tout et puis se dire, finalement, moi mon ado, s'il prend 2 douches dans la semaine, c'est son hygiène et s'il se sent bien comme ça, peut-être qu'il est bien et en fait, c'est OK pour moi. Plutôt que d'insister sur la règle qui est là depuis 10 ans, de dire c'est douche tous les jours. C'est juste une idée, hein. C'est juste le principe de parfois assouplir. Et ça, mais alors, ça économise une énergie. Juste, on se pose la question, ça demande de l'énergie, mais après, on se dit, en fait, là, je suis cool avec ça, quoi. Et ça fait du bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne-Cécile. Il faut voir le côté où, effectivement, on a peur pour nos ados. Et alors, on met plus de cadres. Alors, ça aussi, ça peut devenir problématique. Il y a plein de cas de figure. Et j'ai aussi envie de dire que le fait de devenir inquiet, souvent, va vraiment poser beaucoup de problèmes. Et ce qui est important de dire par rapport à l'approche, c'est qu'on transmet nos valeurs. OK? Il n'y a aucun moment dans l'approche où on dit aux gens comment élever leurs enfants. Jamais. On leur donne des outils pour élever les enfants selon leurs valeurs à eux, ce qui est vraiment important. Et une autre critique, quand on ne connaît pas bien l'approche, on a tendance à dire « Ouais, mais c'est permissif, ça.
Alors, ça va On faire... prend que 2 douches. Oui, l'histoire des 2 douches, OK? C'est pas possible. Ouais, non, On se c'est sent pas pas possible. mauvais après les ateliers, hein, tout va bien. Mais c'est pas du tout permissif et c'est pas parce qu'on écoute les sentiments à la base qu'on devient un parent où l'enfant est roi, OK? Où l'enfant, au contraire, on apprend, comme Anne-Cécile le dit, puis moi, j'aime pas parler de cadre, mais Je sais. pour l'occasion, je vais dire, on apprend à mettre un cadre, mais on le met dans le respect, OK? Dans le respect de soi-même et dans le respect de l'autre, ce qui est vraiment important. On a la chance de vous avoir avec nous dans cette matinale VIP, Roselyne Roy et Anne-Cécile Dupré. On parle ensemble de cette fameuse approche Faber et Maslich. Et donc pour ceux qui veulent se renseigner davantage et creuser le sujet, eh bien sûr, il y a les conférences que vous donnez actuellement. Et ceux qui n'ont pas la chance d'y assister, eh bien, il y a les ouvrages, les livres, aux éditions du Phare. Alors on va les citer, hein, parce que vraiment ça vaut le détour. Celui-ci, on en parlera dans quelques instants. On va se garder ça pour dans quelques minutes. Parler pour que les tout petits écoutent. Voilà, donc pour les enfants de 2 à 7 ans. Donc on va essayer aussi d'avoir quelques infos déjà sur qu'est-ce qu'on peut appliquer pour améliorer toujours et encore notre action de parents. Également, et là c'est celui qu'on retrouve dans 30 langues, donc ça devient un grand classique. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Voilà, donc ça c'est aussi aux éditions du Phare. Et enfin, frères et sœurs sans rivalité. Il y a également un livre spécial pour les adolescents et celui-ci il est en rupture de stock. Vous l'avez pas amené aujourd'hui parce que suite à la conférence la dernière, eh bien ça s'est vendu très bien et j'imagine qu'il y a des besoins et c'est super qu'on puisse bénéficier de ces méthodes également. Et peut-être en préalable à justement la discussion sur les tout petits, il existe pour les enfants, donc là bien sûr les livres qu'on citait à l'instant, c'est des livres pour les parents, hein, donc pour nourrir votre méthode d'éducation. Et pour les enfants, il y a aussi des livres à mettre entre leurs mains. Et donc là, je ne sais pas si on peut parler un tout petit instant avant de lancer une musique sur les deux ouvrages que vous avez ramenés. Peut-être Anne-Cécile Dupré? Oui, avec plaisir. Donc là, ce sont 2 albums destinés aux enfants, donc format enfant, qui s'appelle Bastien et les Blipoux. Et le numéro 2, Bastien et les Blipoux vont à l'école. Bastien Babin, c'est un enfant, mais qui a plein de soucis. Il se dispute avec son copain, il crie sur sa sœur, il n'est pas content quand sa maman veut l'obliger à mettre une chemise verte alors qu'il veut une chemise rouge. Ça va pas du tout. Ça va finir en punition, tout ça, pardon. Ah, oui. Puis ça finit en crise et ça finit en colère et Pardon. personne n'est content. Et effectivement, ça pourrait être ça. Et donc Bastien, voilà, il a plein de soucis intérieurs et il ne sait pas comment faire. Et un jour, 2 petits êtres venus de la blipousphère, les Blipoux, arrivent sur un rayon de lune pour l'aider. Les Blipoux, c'est Maury et Groge. C'est un petit peu le principe du petit ange et du petit démon qu'on a sur les épaules et qui nous parle dans notre tête. Celui qui dit « Mais non, n'écoute pas ta mère, donne-lui un coup dans le genou, de toute façon, elle dit des bêtises. » Ou l'autre qui dit « Bah non quand même, Groge, peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Bastien, peut-être tu peux aller voir ta sœur et lui dire que c'est vraiment important, le crayon rouge pour toi. » Des petites choses comme ça. D'accord, il y a l'un des 2 bonhommes qui a lu la méthode, l'approche Faber et Maslich. C'est ça, exactement. Et donc, ces petits êtres que seul Bastien, bien entendu, peut voir, bien entendu, seul Bastien a de l'aide et essaye de mettre en pratique, mais à chaque fois, il choisit l'option Groge ou Maury. On ne lui D'accord. impose rien. Il essaye et il se passe des choses. Et voilà. Et justement, il existe une version audio donc de ces ouvrages. Tout à fait. Et du coup, vous en avez ramené un petit extrait. Donc, on écoute ce petit extrait, puis un petit temps de musique et on se retrouve juste après donc pour découvrir la suite et notamment parler justement des tout petits comme évoqué. Justement, l'extrait qu'on écoute, lequel des 2 ouvrages on va retrouver?